Une ville construite en bois et en henne pouvait-elle ne pas brûler? Le 18 juillet de l'an 64 de notre ère, une étincelle jaillit dans les entrailles de Rome, dans les boutiques bondées et remplies de marchandises inflammables qui se pressaient contre les murs du Circus Maximus. Une étincelle, ou bien un ordre. Dès les premières minutes, alors que le feu, attisé par le vent du sud, commençait à dévorer les structures en bois des immeubles de rapport, les insulae, des rumeurs étranges et terrifiantes, se sont répandues plus vite que les flammes elles-mêmes. Des témoins oculaires, le visage noirci de suie et les yeux fous de terreur, ont juré avoir vu des silhouettes étranges se faufiler dans les ruelles suffocantes. Ces hommes ne se battaient-leur pas contre le feu, ils le nourrissaient. Des torches enflammées volaient dans les ténèbres, lancées par des hommes qui criaient obéir à des ordres. Les ordres de qui? La question, murmurée dans la panique, est devenue un rugissement qui a secoué les fondations même de l'Empire. Rome n'était pas simplement en train de brûler, elle était en train d'être exécutée. La ville était une poudrière sociale, une métropole d'1 million d'âmes entassées dans des conditions insalubres, où la richesse la plus extravagante côtoyait la misère la plus abjecte. L'empereur Néron, un artiste sur le trône, était engagé dans un combat à mort avec l'aristocratie sénatoriale, qui méprisait ses goûts populaires et ses origines non patriciennes. Chaque décision politique, chaque réforme, chaque caprice artistique était une nouvelle escarmouche dans cette guerre non déclarée. La plèbe, quant à elle, était une mère imprévisible, capable d'adorer et de haïr avec la même ferveur, son allégeance s'achetant avec du pain et des jeux. Rome n'était pas gouvernée par des empereurs, mais par la peur. Et cette nuit-là, la peur a pris corps et nom, le grand incendie. Les flammes, en quelques heures, sont devenues un monstre autonome, un titan de feu qui balayait les rues étroites, sautant d'un toit à l'autre avec une intelligence malveillante. Les 7 collines de Rome sont devenues des torches funéraires, illuminant une scène d'apocalypse. Les cris des gens piégés dans les immeubles de 6 étages, transformés en pièges mortels, se mêlaient au rugissement de l'incendie et au fracas des poutres qui s'effondraient. Imaginez que vous ayez tout perdu dans un incendie. Qui blâmeriez-vous en premier? Le souverain, les voisins ou le destin? La panique a effacé toute trace de civilisation. Les pères perdaient leurs enfants dans la cohue. Les maris abandonnaient leurs femmes et les forts pillaient les faibles. Les vigiles, les pompiers de Rome, étaient impuissants. Leur seau d'eau dérisoire face à un océan de feu. Leurs efforts étaient en outre entravés par ces mêmes bandes d'hommes mystérieux qui non seulement propageaient l'incendie, mais menaçaient quiconque tentait de l'éteindre. Ils agissaient avec une discipline militaire, une coordination qui glaçait le sang. C'était un chaos organisé, une destruction méthodique. L'incendie n'était plus une catastrophe naturelle. Il prenait les allures d'une opération militaire menée contre la ville elle-même. Chaque quartier qui tombait, chaque temple qui s'effondrait, n'était pas une perte, mais un objectif atteint. Dans les rues, le désespoir s'est rapidement mué en une fureur paranoïaque. On accusait ses voisins, les étrangers, les adeptes de cultes étranges. Mais toutes ces accusations convergeaient vers un seul point, un seul nom murmuré avec un mélange de crainte et de haine. Néron, l'empereur qui aimait le grandiose, l'artiste qui rêvait de reconstruire Rome à son image. N'était-ce pas là le spectacle ultime, la représentation la plus tragique et la plus magnifique qu'un artiste puisse désirer? La ville brûlait, et avec elle la confiance de son peuple. La rumeur était une étincelle bien plus dangereuse que celle qui avait pris naissance près du Circus Maximus. Elle se propageait dans les esprits, empoisonnant les cœurs et préparait le terrain pour une tragédie encore plus grande que l'incendie lui-même. La recherche d'un coupable. Le feu détruisait les corps et les bâtiments, mais la suspicion détruisait l'âme de Rome. Le spectacle de la ville en flammes était terrifiant. Mais le spectacle de l'humanité se retournant contre elle-même était encore plus effroyable. Alors que les premiers réfugiés, hagards et dépossédés, commençaient à affluer vers les zones encore épargnées, une seule question brûlait sur toutes les lèvres. Une question qui allait sceller le destin d'un empereur et changer le cours de l'histoire. Qui avait donné l'ordre? Le feu était-il une tragédie accidentelle ou un crime prémédité? Écrivez votre version dans les commentaires. Le procès de l'histoire ne fait que commencer. L'ordre.
Ce mot, hurlé par des incendiaires anonymes dans les rues de Rome, a ricoché sur les murs des palais et a parcouru les 56 kilomètres qui séparaient la capitale en flammes de la luxueuse villa de Néron à Antium. C'est là que l'empereur, fuyant la chaleur étouffante de l'été romain, a appris la nouvelle. La version populaire, immortalisée par ses ennemis, veut qu'il soit monté sur la tour de sa villa, qu'il ait revêtu un costume de théâtre, pris sa lyre et, avec le lointain rougeoiement de Rome pour toile de fond, qu'il ait chanté la chute de Troie, se délectant de la destruction comme d'une œuvre d'art ultime. Cette image est si puissante, si parfaite dans sa monstruosité, qu'elle est devenue la vérité. Mais la vérité, comme souvent, est moins poétique et beaucoup plus complexe. L'historien Tacite, qui n'était pourtant pas un ami de Néron, raconte une toute autre histoire. Dès qu'il a été informé de la gravité de la situation, l'empereur est rentré d'urgence à Rome, sans escorte, se jetant littéralement dans la fournaise. Il est arrivé alors que le feu menaçait sa propre demeure, la Domus Transitoria. Il a passé les jours et les nuits suivants non pas à chanter, mais à organiser les secours avec une énergie frénétique. Il a ouvert ses propres jardins, le champ de Mars et même les bâtiments publics pour abriter les centaines de milliers de sans-abri. Il a fait venir des vivres d'Ostie et des villes voisines et a fixé par décret le prix du blé à un niveau incroyablement bas pour éviter la famine et les émeutes. Il a coordonné personnellement les efforts pour contenir l'incendie, participant aux opérations, souvent au péril de sa vie. Alors, d'où vient cette légende de l'artiste cruel se réjouissant du malheur de son peuple? Elle est née dans le chaos même de l'incendie, alimentée par la haine que lui vouait l'aristocratie sénatoriale. Pour eux, chaque acte de Néron, même le plus louable, était suspect. Ses secours à la plèbe, une tentative de gagner leur faveur par populisme. Son énergie, la surexcitation d'un pyromane contemplant son œuvre. Le mythe n'a pas eu besoin de preuves. Il s'est nourri de la peur et de la haine préexistantes. Il était plus facile de croire en un monstre qu'en une suite d'événements malheureux et de coïncidences tragiques. Un monstre donne un visage à la souffrance, il offre une cible à la colère. Le destin, lui, reste sourd et aveugle. Pendant que Néron luttait contre les flammes, ses ennemis politiques luttaient contre lui dans les coulisses, propageant le poison de la calomnie. Il murmurait que l'empereur avait toujours rêvé d'une nouvelle ville, une Néropolis, et que cet incendie était une forme de déblaiement barbare. Pendant 6 jours et 7 nuits, le feu a continué sa course folle. Il a semblé marquer une pause le 6e jour, après qu'on eut abattu un grand nombre de bâtiments au pied de l'Esquilin pour créer un coupe-feu. Mais il a repris avec une violence renouvelée dans une autre partie de la ville, près des propriétés de son préfet du prétoire, Tigellin, un homme à la réputation sinistre. Cette seconde vague de feu a achevé de convaincre la population. C'était bien un acte délibéré. Le feu n'a pas seulement détruit les maisons des pauvres et les palais des riches. Il a dévoré la mémoire de Rome. Le temple de Jupiter Stator, le temple de Luna, l'autel Maximum d'Hercule, le temple de Vesta avec les pénates du peuple romain. Des siècles d'histoire, des reliques sacrés datant de la fondation de la ville ont été réduits en cendres. Rome n'avait pas seulement perdu ses bâtiments, elle avait perdu son âme, son lien tangible avec les dieux et les ancêtres. La destruction de ces symboles sacrés a été perçue comme un présage terrible, un signe que les dieux avaient abandonné la ville. Et si les dieux l'avaient abandonné, c'était forcément à cause de l'impiété de son souverain. Le mythe de Néron chantant la chute de Troie était une métaphore parfaite. Comme Priam, il assistait à la destruction de son royaume. Mais contrairement à Priam, il en était l'auteur. La calomnie était une œuvre d'art politique bien plus efficace que n'importe quelle conspiration armée. Elle a transformé un empereur qui agissait en sauveur en un monstre qui se délectait de la destruction. Cette image a survécu à l'Empire romain lui-même, prouvant qu'une légende bien construite est plus résistante que le marbre et la pierre. Les actions réelles de Néron pendant l'incendie sont restées enfouies sous les cendres de sa réputation. La ville en flammes était le théâtre, et ses ennemis lui avaient écrit le rôle parfait, celui du tyran fou. Les cendres de la réputation de Néron se sont mêlées aux débris encore fumants de sa capitale. Au 9e jour, le monstre de feu, enfin repu, s'est calmé.
Le silence qui s'est abattu sur Rome était plus assourdissant que le rugissement de l'incendie. Un silence de mort, de désolation. Sur les 14 quartiers de la ville, 3 avaient été entièrement anéantis, rayés de la carte. 7 autres étaient des squelettes de bâtiments calcinés, des ruines méconnaissables. Seuls 4 quartiers avaient été épargnés. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans rien, errant comme des fantômes dans un paysage de fin du monde. Ils avaient tout perdu, leur maison, leurs biens, leurs proches, leur passé et leur avenir. Le choc initial a laissé place à une nouvelle émotion, une force collective aussi puissante et destructrice que le feu lui-même, la colère. Une colère sourde, désespérée, qui cherchait une issue, un responsable. Qui fallait-il haïr? Les dieux indifférents, le destin cruel, ou un seul homme qui détenait le pouvoir absolu? Tous les regards, injectés de sang et de larmes, se sont tournés vers le Palatin. Les efforts de Néron pour secourir la population ont été balayés par la vague de ressentiment. La distribution de nourriture était perçue comme une insulte. L'ouverture de ses jardins comme un piège. Le peuple, qui l'avait autrefois acclamé, le voyait désormais comme l'architecte de son malheur. L'aristocratie sénatoriale, qui avait perdu ses luxueuses villas, a vu là une occasion en or. Ils ont attisé le feu de la haine avec une habileté consommée, faisant circuler les rumeurs les plus folles. On racontait que Néron avait envoyé ses propres esclaves mettre le feu, qu'il voulait libérer de l'espace pour construire un palais encore plus extravagant. Chaque pierre calcinée devenait une pièce à conviction dans le procès que l'opinion publique lui intentait. Rome était devenue un tribunal à ciel ouvert et l'empereur en était l'unique accusé. Néron s'est retrouvé piégé. Il était au sommet du monde, mais il était aussi l'homme le plus seul de l'Empire. Ses conseillers les plus proches, comme le sinistre préfet du prétoire Euphonius Tigellinus, un homme qui devait toute sa carrière à l'empereur, ont compris la situation avec un cynisme glacial. La colère du peuple était une bête sauvage. Si on ne lui jetait pas une proie à dévorer, elle se retournerait contre son maître. Il ne s'agissait plus de savoir si Néron était coupable ou innocent. La vérité n'avait plus aucune importance. Il s'agissait de survie politique. Il fallait trouver un coupable, et vite. Un coupable crédible, haïssable, sur qui concentrer toute la fureur de la ville. Un sacrifice était nécessaire pour apaiser la foule et sauver le trône. Un jeu impitoyable pour le pouvoir a commencé sur les ruines de Rome. Chaque faction à la cour, chaque sénateur ambitieux, chaque général lointain observait la situation, prêt à profiter de la moindre faiblesse de l'empereur. La ville détruite n'était plus seulement le lieu d'une tragédie humanitaire, elle était devenue l'échiquier d'une partie mortelle. Néron, l'artiste, l'esthète, le chanteur, a été contraint de descendre dans l'arène politique la plus sanglante qui soit, celle où les seules règles sont la trahison et la violence. Il devait prouver son innocence, mais comment prouver un négatif? Comment démontrer qu'il n'avait pas donné un ordre? La simple accusation, dans ce climat de paranoïa, valait condamnation. Le fardeau de la preuve était inversé. Ce n'était pas à ses accusateurs de prouver sa culpabilité. C'était à lui de prouver son innocence, une tâche impossible. La pression était immense. Chaque jour qui passait sans qu'un coupable soit désigné augmentait la fureur de la foule et l'audace de ses ennemis. La survie de Néron dépendait de sa capacité à rediriger la haine, à trouver une cible qui satisferait la soif de vengeance du peuple. Le choix de cette cible serait l'un des actes les plus cyniques et les plus cruels de l'histoire romaine, une tache de sang qui ne s'effacerait jamais. La recherche du bouc émissaire idéal a commencé. La recherche d'un bouc émissaire idéal, dans une ville où les haines et les superstitions foisonnaient, n'a pas été longue. Il fallait un groupe suffisamment identifiable pour être distingué, suffisamment secret pour être suspecté des pires crimes, et suffisamment impopulaire pour que personne ne prenne sa défense. Et surtout, il fallait qu'il soit suffisamment faible pour être écrasé sans risque de représailles. Les conseillers de Néron, avec Tigellin à leur tête, ont trouvé les candidats parfaits. Une secte juive, dissidente, relativement nouvelle à Rome, dont les membres se faisaient appeler les chrétiens. Pour le Romain moyen, les chrétiens étaient un mystère dérangeant. Ils se réunissaient en secret, refusaient de participer au culte public et de vénérer le génie de l'empereur, ce qui était considéré comme un acte de sédition. Des rumeurs infâmes circulaient à leur sujet.
On les accusait de haine du genre humain, de pratiquer la magie noire, de se livrer à des festins cannibales où ils dévoraient des nouveau-nés et d'orgies incestueuses lors de leurs assemblées nocturnes. Ces calomnies, nées de l'ignorance et de la méfiance, en faisaient les coupables idéaux. Leur Dieu unique et invisible était une provocation pour le panthéon romain. Leur discours sur la fin du monde et le jugement par le feu semblaient étrangement prophétiques. N'avaient-ils pas eux-mêmes annoncé un grand incendie purificateur ? La machine de l'État s'est mise en marche avec une efficacité terrifiante. Des arrestations massives ont eu lieu. Sous la torture, certains des premiers chrétiens capturés ont avoué tout ce que leurs bourreaux voulaient entendre et ont dénoncé leur corps ligionnaire. Une vague de terreur s'est abattue sur cette petite communauté. Mais ce qui a suivi n'était pas une simple série d'exécutions. C'était un spectacle d'une cruauté calculée, conçu pour frapper les esprits et satisfaire la soif de sang de la foule. Néron, que ce soit par calcul politique ou par un sadisme personnel exacerbé par la pression, a décidé de faire de leur mort un divertissement inoubliable. Tacite, qui méprisait les chrétiens mais était horrifié par la brutalité de leur châtiment, a décrit ces scènes avec une précision glaçante. On ne s'est pas contenté de les tuer. On les a humiliés dans la mort, on les a transformés en accessoires d'un théâtre de l'horreur. Certains ont été cousus dans des peaux de bêtes sauvages et livrés aux chiens dans l'arène pour être déchiquetés. D'autres ont été crucifiés. Mais le supplice le plus infâme, celui qui restera à jamais associé à cette persécution, a été celui des torches humaines. À la nuit tombée, les jardins de Néron, ouverts au public pour l'occasion, ont été illuminés d'une manière macabre. Des chrétiens, enduits de poix et de résine, ont été attachés à des poteaux et enflammés vifs. Ils se consumaient lentement, leurs cris de douleur se mêlant aux acclamations d'une foule ivre de vengeance. Néron lui-même, selon Suétone, se promenait dans les allées sur son char, en tenue de cocher, savourant ce spectacle qu'il offrait à son peuple. Peut-on justifier la cruauté envers quelques-uns pour la tranquillité de millions ? Cette question terrible s'est posée dans toute sa brutalité. Pour le pouvoir, la réponse était oui. Le sacrifice des chrétiens a fonctionné. La colère de la plèbe a été détournée, sa rage assouvie par ce bain de sang. Le nom de Néron a été, pour un temps, lavé de tout soupçon dans l'esprit du peuple. Il leur avait donné ce qu'ils réclamaient, des coupables et un châtiment exemplaire. Mais ce triomphe politique a eu un coup moral effroyable. En désignant les chrétiens, Néron a non seulement commis une injustice monstrueuse, mais il a aussi créé les premiers martyrs d'une foi qui, paradoxalement, allait tirer sa force de la persécution. Le sang des martyrs, dira plus tard l'écrivain chrétien Tertullien, est une semence. En voulant éteindre une secte insignifiante, Néron a involontairement allumé un incendie spirituel qui finirait par consumer l'empire païen lui-même. C'était une solution à court terme, un acte de cynisme politique qui a peut-être sauvé son trône pour quelques années, mais qui a scellé sa réputation pour l'éternité. Il n'était peut-être pas l'incendiaire de Rome, mais il est devenu, sans l'ombre d'un doute, le bourreau des chrétiens, un titre qui, aux yeux de l'histoire future, était encore plus infâme. Ce choix a marqué un tournant. Le pouvoir impérial a montré qu'il pouvait, pour sa propre survie, inventer des coupables et les sacrifier dans des spectacles d'une barbarie inouïe. La question de la vérité était devenue totalement secondaire. Seul comptait le contrôle de la narration. La question pour nous aujourd'hui est simple. Qui était le plus grand monstre ? Un pyromane qui brûle une ville ou un politicien qui brûle des innocents pour sauver sa carrière? Partagez votre opinion dans les commentaires. La vérité se cache souvent dans les choix les plus sombres. Sur les braises encore chaudes de la persécution et les cendres de la vieille Rome, Néron a lancé le projet le plus ambitieux de son règne, un projet qui allait devenir à la fois son chef-d'œuvre et le clou de son cercueil politique. Alors que la ville pansait ses plaies et que l'odeur de la mort flottait encore dans l'air, l'empereur a vu non pas une tragédie, mais une page blanche, une occasion unique de remodeler la capitale du monde à l'image de ses rêves. Un nouveau plan d'urbanisme a été décrété, visionnaire et pragmatique. Fini le labyrinthe de ruelles sombres et dangereuses.
La nouvelle Rome aurait des rues larges et droites, des places aérées, et les nouveaux immeubles seraient construits en pierre, avec des portiques au rez-de-chaussée pour protéger les passants du soleil et du feu. La hauteur des bâtiments a été limitée et chaque habitation devait disposer de ses propres murs sans s'appuyer sur les voisins. C'était une révolution architecturale conçue pour rendre la ville plus belle, plus saine et surtout plus sûre. Sur le papier, c'était le projet d'un souverain éclairé, soucieux du bien-être de son peuple. Mais au cœur de cette nouvelle Rome, un projet bien plus personnel et bien plus controversé a pris forme. La Domus Aurea, la Maison Dorée. C'était bien plus qu'un palais, c'était un paysage, une utopie impériale construite au cœur de la ville. Sur un domaine de plus de 80 hectares, là où se trouvaient auparavant des quartiers populaires densément peuplés, Néron a fait construire un complexe de villas, de jardins, de bois, de pâturages et même un lac artificiel grand comme une mer. Les bâtiments étaient d'un luxe inouï, avec des murs incrustés de nacre et de pierres précieuses, des plafonds en ivoire mobile qui répandaient des fleurs et des parfums, et des salles à manger circulaires dont le plafond tournait sur lui-même, imitant le mouvement des astres. À l'entrée du domaine se dressait une statue colossale de l'empereur, haute de plus de 30 mètres. Pour les Romains qui venaient de tout perdre, ce spectacle était une provocation insupportable. Ils avaient été chassés de leurs terres, non pas par le feu, mais par l'ambition de leur empereur. La rumeur, qui s'était calmée après le massacre des chrétiens, a repris de plus belle, mais cette fois avec une preuve tangible. La Domus Aurea était le mobile du crime. Il avait incendié la ville pour se construire une maison de campagne en plein centre de Rome. L'argument était si simple, si évident, qu'il est devenu une certitude inébranlable dans l'esprit de tous, des sénateurs aux simples plébéiens. Chaque coup de marteau sur le chantier de la Domus Aurea était un coup porté à la réputation de Néron. C'était un festin en temps de peste, une célébration de l'ego impérial sur les ruines du malheur collectif. Le financement de ce projet pharaonique, ainsi que de la reconstruction générale de la ville, a mis l'économie de l'Empire à genoux. Néron a eu recours à des mesures désespérées. Il a dévalué la monnaie pour la première fois dans l'histoire de Rome, réduisant la teneur en argent du denier, ce qui a provoqué une inflation galopante. Il a lancé des accusations de trahison contre de riches sénateurs dans le seul but de confisquer leur fortune. Les trésors des temples, non seulement à Rome mais dans tout l'Empire, en Grèce et en Asie mineure, ont été saisis et fondus. Ces actes ont été perçus comme des sacrilèges. Il ne se contentait pas de voler les riches, il volait les dieux. Le mécontentement, qui était jusqu'alors contenu au sein du peuple et de l'aristocratie de Rome, a commencé à s'étendre aux provinces. La construction de la Domus Aurea a cristallisé toutes les haines. Elle était le symbole de la démesure d'un homme qui se prenait pour un dieu, un artiste qui confondait l'Empire avec sa scène personnelle et ses citoyens avec des figurants. L'ironie tragique est que le plan de reconstruction de Néron était, sur de nombreux aspects, une excellente chose pour Rome. Mais son incapacité à comprendre la psychologie de son peuple, son manque total de tact politique et sa poursuite obsessionnelle de ses rêves esthétiques au mépris de la réalité ont transformé un projet de rénovation urbaine en un acte d'accusation. La Maison Dorée, conçue pour être le joyau de Rome, est devenue la preuve de son crime et la cause de sa chute. La colère de l'élite, ruinée et humiliée, a atteint un point de non-retour. Les murmures dans les couloirs du Sénat se sont transformés en complots. Les complots, nés de la fureur de l'aristocratie, ont fini par converger en une seule et vaste conspiration, la plus dangereuse que Néron ait jamais eu à affronter. Connue sous le nom de conjuration de Pison du nom de son chef de file, le sénateur Caius Calpurnus Pison, elle était une conséquence directe de la tempête politique déclenchée par l'incendie. La persécution des chrétiens avait apaisé la plèbe, mais la construction de la Domus Aurea et les confiscations massives avaient uni contre l'empereur la classe la plus puissante de Rome, l'aristocratie sénatoriale et l'ordre équestre. Pison était un homme charismatique, issu d'une grande famille, aimé du peuple et respecté par ses pairs. Il a réussi à fédérer autour de lui une coalition hétéroclite de mécontents. On y trouvait des sénateurs qui voyaient en Néron
un tyran qui bafouait leurs privilèges ancestraux, des chevaliers dont la fortune était menacée, et plus inquiétant encore, des officiers de haut rang de la garde prétorienne, le corps d'élite chargé de la protection de l'empereur. Même le préfet du prétoire Faenius Rufus, le collègue de Tigellin, a rejoint le complot, écœuré par la cruauté de son supérieur et craignant pour sa propre position. Le plan était simple et brutal, assassiner Néron. Le lieu et le moment ont été longuement débattus. Certains proposèrent de le poignarder dans son palais, d'autres sur scène, pendant une de ses représentations théâtrales, ce qui aurait ajouté une dimension symbolique à l'acte. Finalement, ils ont choisi de frapper lors des jeux du Circus Maximus, dédiés à la déesse Cérès. Le sénateur Plautius Lateranus devait se jeter aux pieds de l'empereur comme pour implorer une faveur, puis le faire tomber et le maintenir au sol pendant que les autres, conjurés, des soldats et des gladiateurs, se précipiteraient pour le mettre à mort. Pison serait ensuite présenté à la garde prétorienne par Faenius Rufus et acclamé comme le nouvel empereur. Le complot semblait parfait, impliquant des dizaines de personnes parmi les plus influentes de Rome. Mais une conspiration de cette ampleur est comme un navire qui prend l'eau de toutes parts. Elle était minée par les rivalités internes, les indécisions et finalement la peur. La veille de l'exécution prévue, tout s'est effondré. Une affranchie nommée Epicharis, qui avait tenté de recruter un officier de la flotte de Misène, a été dénoncée. Courageusement, elle a enduré les pires tortures sans révéler un seul nom. Mais la brèche était ouverte. La trahison décisive est devenue de l'intérieur d'un sénateur nommé Flavius Scaevinus. Après avoir fait son testament et donné des instructions à son affranchi Militius pour qu'il aiguise un poignard et prépare des bandages, il a éveillé les soupçons de ce dernier. Militius, appâté par la promesse d'une récompense ou terrifié à l'idée d'être impliqué, s'est rendu au jardin de Néron et a tout raconté. La réaction de l'empereur a été d'une rapidité et d'une brutalité extrême. Une vague de répression, bien plus systématique et bien plus terrifiante que la persécution des chrétiens, s'est abattue sur l'élite romaine. Ce n'était plus un spectacle pour la foule, mais un règlement de compte froid et méthodique. Les arrestations se sont succédées. Les dénonciations se sont multipliées sous la torture. Rome a été plongée dans une atmosphère de terreur paranoïaque où personne n'était à l'abri. Pison, Lateranus, Faenius Rufus et des dizaines d'autres ont été exécutés ou contraints au suicide. Néron a profité de l'occasion pour se débarrasser de tous ceux qu'il suspectait ou haïssait, qu'ils soient impliqués ou non dans le complot. Le coup le plus spectaculaire a été porté à son ancien précepteur et conseiller, le philosophe stoïcien Sénèque. Bien que sa participation directe au complot n'ait jamais été prouvée, Néron lui a envoyé l'ordre de se donner la mort. Sénèque a accepté son sort avec un calme philosophique, s'ouvrant les veines et discutant avec ses amis jusqu'à son dernier souffle. Son neveu, le poète Lucain, auteur de la Pharsale, a subi le même sort. Pétrone, l'arbitre des élégances de la cour de Néron, accusé d'avoir participé au complot, a organisé un suicide théâtral, transformant ses derniers instants en un banquet raffiné où il a brisé ses vases les plus précieux pour que Néron ne puisse pas les posséder. L'échec de la conspiration a renforcé le pouvoir absolu de Néron, mais l'a laissé plus isolé et plus paranoïaque que jamais. Il avait vaincu ses ennemis, mais il avait anéanti la classe dirigeante de Rome. Le Sénat a été décimé, terrorisé, réduit à une assemblée de courtisans tremblants. L'empereur était désormais entouré uniquement de créatures comme Tigellin, qui l'encouragèrent dans sa tyrannie. La répression avait créé un vide politique et moral. Rome était une ville dirigée par la peur, une peur instillée non plus par un incendie mais par l'empereur lui-même. Le feu avait détruit les bâtiments, mais la purge, qui a suivi la conjuration de Pison, a détruit les fondations de l'État romain. La terreur qui a suivi la conjuration de Pison a imposé une version officielle des événements, une vérité d'État écrite avec le sang des vaincus. Mais qu'en est-il de la vérité historique ? Comment l'image de Néron l'incendiaire, si solidement ancrée dans notre imaginaire, a-t-elle été forgée ? Pour le comprendre, il faut se transformer en détective et examiner les pièces à conviction, c'est-à-dire les écrits des historiens antiques qui nous ont transmis ce récit.
C'est une plongée dans un labyrinthe de propagande, de rumeurs et de vérités partielles, où chaque mot doit être pesé. Nos trois principaux témoins à charge sont Tacite, Suétone et Dion Cassius. Aucun d'entre eux n'a été un témoin oculaire des événements. Ils ont tous écrit des décennies, voire plus d'un siècle après l'incendie. Ils n'ont pas vu les flammes, mais ils ont vécu dans le monde que ces flammes ont façonné. Le plus important et le plus fiable d'entre eux est Cornelius Tacitus. Dans ses annales, écrites au début du IIe siècle, il nous livre le récit le plus détaillé et le plus nuancé. Tacite est un historien scrupuleux. Il admet d'emblée qu'il existe deux versions des faits, celle de l'accident et celle de l'ordre criminel de Néron. Il rapporte les actions de l'empereur pour organiser les secours, mais il consacre beaucoup plus d'espace et de talent littéraire à décrire les rumeurs qu'il accusait. Il raconte la fameuse scène de Néron chantant sur sa scène privée, mais il précise bien qu'il s'agit d'une rumeur fama. Cependant, tout dans son récit, le choix des mots, la structure de ses phrases, pousse le lecteur à croire à la culpabilité de l'empereur. Tacite, en tant que sénateur, appartenait à la classe sociale que Néron avait persécutée, et son œuvre est une condamnation implacable de la tyrannie. Le deuxième témoin est Suétone. Dans sa Vie des 12 Césars, écrite à peu près à la même époque que Tacite, il est beaucoup moins subtil. Suétone est un biographe, plus intéressé par les anecdotes scandaleuses et les détails croustillants que par une analyse politique rigoureuse. Pour lui, il ne fait aucun doute que Néron est l'incendiaire. Il affirme que l'empereur, dégoûté par la laideur des anciens bâtiments et l'étroitesse des rues, a mis le feu à la ville de manière si évidente que de nombreux anciens consuls ont surpris ses propres serviteurs avec des torches et de l'étoupe, mais n'ont pas osé les arrêter. Il est le seul à affirmer que Néron chantait depuis une tour publique, la tour de Mécène, pour que tout le monde le voie. Suétone écrit pour un public avide de scandales et son Néron est un monstre de théâtre, presque une caricature. Enfin, il y a Dion Cassius, un sénateur grec, qui a écrit son Histoire romaine plus d'un siècle et demi après les faits. Son récit est encore plus dramatique et hostile. Il reprend et amplifie toutes les accusations précédentes, transformant Néron en un démon qui rit de la destruction de sa propre capitale. Le problème fondamental de ces trois sources, c'est qu'elles ne sont pas impartiales. Elles ont toutes écrit sous les dynasties qui ont succédé à celle de Néron, les Flaviens et les Antonins. Pour ces nouvelles dynasties, arrivées au pouvoir après une sanglante guerre civile, il était politiquement essentiel de noircir la mémoire du dernier empereur de la lignée julio-claudienne. Dénigrer Néron, le présenter comme un tyran fou et monstrueux, était le meilleur moyen de légitimer leur propre pouvoir, de se présenter comme les sauveurs de Rome. Leur histoire était une propagande. Alors, Néron avait-il un mobile ? L'argument de la Domus Aurea est puissant, mais il ne tient pas entièrement la route. Des zones détruites par l'incendie n'ont pas été intégrées à son domaine, et inversement, une partie de son domaine se trouvait sur des terres qui n'avaient pas brûlé. De plus, l'incendie a détruit des œuvres d'art grec qu'il chérissait et a ravagé sa première résidence palatiale, la Domus Transitoria. Il a perdu des biens précieux dans la catastrophe. Aurait-il risqué une crise politique et économique majeure et la haine de son peuple juste pour un projet immobilier, aussi grandiose soit-il? L'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est une vérité amère mais essentielle. La version des événements qui nous est parvenue est celle des ennemis de Néron. Nous n'avons pas la version de Néron lui-même, ni celle de ses partisans. Leurs voix ont été réduites au silence par la mort et la condamnation de leur mémoire. Nous sommes les jurés d'un procès où nous n'entendons que l'accusation. En qui devrions-nous croire? Les historiens qui ont écrit sous un régime hostile ou la logique qui suggère que l'incendie était un désastre politique pour Néron? Laissez votre verdict dans les commentaires. Le mystère reste entier. La logique des événements, bien que souvent éclipsée par le drame de la propagande, Cato suggère que l'incendie était, pour Néron, une catastrophe à tous les niveaux. La crise financière qui l'a engendrée n'a pas seulement frappé les citoyens de Rome, elle a ébranlé les fondations économiques de l'Empire tout entier.
Alors que Néron se concentrait sur les complots et la terreur dans la capitale, les conséquences de ses décisions post-incendie se propageaient comme une onde de choc à travers les provinces. Pour financer la reconstruction de Rome et le luxe extravagant de sa Domus Aurea, l'empereur a dû trouver de l'argent, beaucoup d'argent et vite. La dévaluation de la monnaie et la confiscation des biens des sénateurs ne suffisaient pas. Le fardeau principal a été reporté sur les provinces. Des impôts nouveaux et écrasants ont été levés. Les gouverneurs ont reçu l'ordre de pressurer leurs administrés jusqu'à la dernière goutte. Les temples grecs et asiatiques, qui servaient de banque et de réserve de métaux précieux, ont été systématiquement pillés. Ce qui était une politique fiscale agressive à Rome était perçu comme un pillage pur et simple en Grèce, en Égypte, en Gaule et en Hispanie. Pendant des siècles, Rome avait su maintenir un équilibre délicat, se présentant à la fois comme une puissance conquérante et comme une source de stabilité et de prospérité. La fameuse Pax Romana. Sous Néron, cet équilibre a été rompu. Les provinces ont eu le sentiment d'être traitées non plus comme des parties intégrantes de l'Empire, mais comme de simples colonies à exploiter pour les caprices de l'empereur. Le mécontentement, qui était jusqu'alors une affaire romaine, est devenu une affaire impériale. La terreur politique à Rome a également eu des répercussions. Les gouverneurs de province, souvent d'anciens consuls ou des membres de l'aristocratie sénatoriale, lisaient avec effroi les nouvelles de la capitale. Chaque sénateur contraint au suicide, chaque chevalier exécuté était un de leurs pairs, un ami, un parent. Ils savaient que la paranoïa de Néron pouvait se retourner contre eux à tout moment sur la base d'une simple dénonciation. L'Empire n'était plus dirigé depuis un centre stable, mais depuis un volcan en éruption. L'étincelle de la révolte a jailli en mars de l'an 68, 4 ans après le grand incendie. Elle est venue de Gaule lyonnaise où le gouverneur, Caius Julius Vindex, un sénateur d'origine gauloise, a levé l'étendard de la rébellion. Dans ses discours, il a dénoncé Néron non seulement comme un tyran sanguinaire, mais aussi comme un artiste médiocre, une insulte peut-être encore plus grande aux yeux de l'empereur. Vindex n'avait pas l'ambition de prendre le trône lui-même. Il a appelé à la rescousse un autre gouverneur, plus âgé et plus prestigieux, Servius Sulpicius Galba, qui commandait les légions d'Hispanie tarraconaise. Galba, un vieux sénateur respecté de 70 ans, a d'abord hésité, puis a accepté de prendre la tête de la révolte. La réaction de Néron a été étrangement nonchalante au début. Il a semblé plus préoccupé par les critiques de Vindex sur son talent de joueur de lyre que par la menace militaire. Mais lorsque la nouvelle s'est répandue que les légions d'Hispanie avaient acclamé Galba comme empereur, la panique s'est installée à Rome. La révolte de Vindex a été écrasée par les légions de Germanie, mais la boîte de Pandore était ouverte. L'effet domino était enclenché. D'autres gouverneurs, d'autres généraux ont commencé à calculer leurs chances. Les armées, qui pendant des décennies avaient été le pilier du pouvoir impérial et avaient juré fidélité à la personne de l'empereur, ont réalisé qu'elles détenaient le pouvoir réel. Elles pouvaient faire et défaire les empereurs. L'incendie de Rome avait mis le feu à tout l'Empire. La crise économique née des cendres de la ville avait fourni le carburant de la révolte, et la terreur politique avait fourni la justification morale. Néron, enfermé dans sa Domus Aurea, entouré de flatteurs, a perdu le contact avec la réalité du pouvoir. Il croyait encore que son autorité divine et son génie artistique suffiraient à calmer la tempête. Mais le pouvoir à Rome ne reposait pas sur l'art, mais sur l'acier des légions. Et cet acier était maintenant tourné contre lui. Il avait perdu son dernier et plus important soutien, l'armée. La perte du soutien de l'armée a été le coup de grâce. Une fois que les légions d'Hispanie, de Gaule et bientôt d'Afrique ont déclaré leur allégeance à Galba, le Sénat à Rome, qui avait vécu pendant des années dans une terreur abjecte, a senti le vent tourner. Les mêmes sénateurs qui avaient couvert Néron d'honneur et condamné ses ennemis avec zèle se sont réunis en secret. Enhardis par l'avancée de Galba et la défection croissante des troupes, ils ont pris la décision la plus audacieuse de leur carrière. Ils ont déclaré Néron ennemi de la patrie, hostis publicus. C'était une condamnation à mort. N'importe quel citoyen romain avait désormais le droit et même le devoir de le tuer. L'acte final de la tragédie a été la trahison de la garde prétorienne. Leur préfet, le fidèle et cruel Tigellin, avait abandonné son maître.
L'autre préfet, Nymphidius Sabinus, a acheté la loyauté des gardes en leur promettant une somme d'argent colossale au nom de Galba. Quand Néron s'est réveillé dans son somptueux palais, la Domus Aurea, il l'a trouvée vide. Les gardes avaient disparu. Ses amis, ses courtisans, ses esclaves, tous l'avaient abandonné, emportant avec eux les objets de valeur. L'homme qui était le maître du monde la veille était désormais un fugitif dans sa propre ville. Ce qui a suivi a été une fuite pathétique et humiliante. Déguisé, le visage à moitié couvert, il s'est échappé de Rome en pleine nuit, accompagné de seulement 4 affranchis loyaux. Le contraste entre le luxe de sa vie passée et la misère de sa fuite était saisissant. L'empereur, qui se déplaçait en litière dorée, a dû monter à cheval, et pendant sa chevauchée dans l'obscurité, il a entendu les malédictions des gens qui célébraient sa chute et les acclamations pour Galba. Il s'est réfugié dans la villa de l'un de ses affranchis, Phaon, à quelques kilomètres de Rome. Là, dans une pièce misérable, il a attendu son sort. Il a appris qu'un détachement de cavaliers approchait avec l'ordre de le ramener vivant à Rome pour qu'il soit supplicié en public, fouetté à mort. La perspective de cette humiliation ultime l'a terrifié plus que la mort elle-même. Il a décidé de se suicider, mais le courage lui a manqué. Il a sorti 2 poignards, en a testé la pointe, mais n'a pas osé les enfoncer dans sa gorge. Il se lamentait, pleurait, suppliant l'un de ses compagnons de le tuer en premier pour lui donner l'exemple. Il répétait sans cesse, comme pour se convaincre lui-même, « Quel grand artiste périt !» Quali artifex pereo, ces mots, si souvent cités, sont le résumé tragique et grotesque de sa vie. Même face à la mort, sa principale préoccupation était son propre talent, son identité d'artiste. Il ne pensait pas à l'Empire en flammes, aux chrétiens torturés, aux sénateurs assassinés, mais à la perte que le monde allait subir avec la disparition de sa voix, de son jeu de lyre, de son talent de tragédien. Finalement, alors que le bruit des sabots des chevaux se rapprochait, il a compris qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Avec l'aide de son secrétaire, Épaphrodite, il a placé la pointe du poignard sur sa gorge et s'est empalé. Un centurion est entré dans la pièce au moment où il agonisait. Voyant l'officier, Néron a murmuré ses dernières paroles. « Trop tard, Télès est la fidélité ». Il est mort à l'âge de 30 ans, mettant fin à la dynastie julio-claudienne qui avait régné sur Rome pendant un siècle. Sa mort n'a pas été la fin d'une tyrannie, mais le début d'un chaos encore plus grand. L'artiste qui avait rêvé de reconstruire Rome comme une œuvre d'art laissait derrière lui un chef-d'œuvre de destruction politique, un vide de pouvoir que les généraux les plus ambitieux de l'Empire allaient s'empresser de combler avec du sang et du feu. La mort de Néron n'a pas apporté la paix à Rome, elle a déchaîné l'enfer, le trône était vide, et la nature, surtout la nature politique, a horreur du vide. La chute du dernier des Julio-Claudiens a ouvert une période de chaos et de violence inouïe. Une année sanglante qui restera dans l'histoire sous le nom de l'année des 4 empereurs. C'était la conséquence directe et inévitable du vide laissé par la fin d'une dynastie. Le premier à s'emparer du pouvoir fut Galba, le gouverneur d'Hispanie, mais son règne fut bref et désastreux. Son avarice, sa sévérité et son manque de générosité envers les prétoriens qu'il avait portés au pouvoir lui ont rapidement aliéné tous ses soutiens. Il a été assassiné au Forum romain après seulement 7 mois de règne. Son successeur fut Othon, un ancien ami de Néron qui avait séduit les prétoriens. Mais les légions de Germanie avaient déjà acclamé leur propre commandant Vitellius qui a marché sur l'Italie. Les armées d'Othon et de Vitellius se sont affrontées dans une bataille sanglante près de Crémone. Othon, vaincu, s'est suicidé pour éviter une guerre civile plus longue. Vitellius est entré dans Rome en triomphe, mais son règne a été une longue orgie de gloutonnerie et de débauche. Pendant ce temps, à l'autre bout de l'Empire, en Judée, les légions qui combattaient une révolte juive ont acclamé leur propre général, un homme issu d'une famille modeste mais respecté pour ses compétences militaires, Titus Flavius Vespasianus ou Vespasien. Ses armées ont marché sur Rome. Une seconde bataille, encore plus terrible, a eu lieu près de Crémone. Les forces de Vespasien ont vaincu celles de Vitellius. Rome elle-même est devenue un champ de bataille. Vitellius a été capturé, traîné à travers les rues, torturé et jeté dans le Tibre. À la fin de l'an 69, Vespasien est devenu le maître incontesté de Rome, le 4e et dernier empereur de cette année terrible. Il a fondé une nouvelle dynastie, les Flaviens.
Pour Vespasien et ses fils, Titus et Domitien, qui lui succéderont, une tâche était primordiale, établir leur légitimité. Ils étaient arrivés au pouvoir par la force des armes, non par le droit du sang. Ils avaient besoin de prouver que le régime qu'ils avaient renversé était illégitime, corrompu et monstrueux. Néron, le dernier représentant de la dynastie précédente, est devenu la cible parfaite. La consolidation de la légende noire de Néron est devenue un projet d'État. Le grand incendie de Rome, la plus grande catastrophe du règne de Néron, a été transformé en l'arme de propagande ultime. Les historiens, travaillant sous le patronage et la surveillance de la nouvelle dynastie, ont reçu la tâche de créer la version définitive des événements. C'est à ce moment-là que les rumeurs sont devenues des faits, que les soupçons sont devenus des certitudes. Tacite, Suétone, Dion Cassius, tous sont écrits dans ce climat politique. Ils ont ciselé l'image d'un Néron démoniaque, l'incendiaire qui chantait pendant que Rome brûlait, le persécuteur sadique, le tyran paranoïaque. Cette image servait parfaitement les intérêts des Flaviens. Plus Néron était noir, plus Vespasien apparaissait comme un sauveur ramenant l'ordre et la vertu. Ils ont même commencé à démanteler sa création la plus haïe, la Domus Aurea. Sur le site de son lac artificiel, Vespasien a fait construire le plus grand amphithéâtre du monde, un cadeau au peuple de Rome qui sera connu plus tard sous le nom de Colisée. Le symbole était clair, là où le tyran avait construit un monument à son propre égoïsme, le bon empereur construisait un lieu de divertissement pour le peuple. L'incendie de Rome n'a donc pas seulement détruit une ville, il a détruit une dynastie et en a créé une nouvelle. Il est devenu le péché originel du règne de Néron, la preuve irréfutable de sa folie, la justification de sa chute et de la guerre civile qui a suivi. L'héritage du feu n'était pas seulement architectural ou économique, il était politique et mémoriel. La propagande flavienne a été si efficace qu'elle a traversé les siècles, façonnant notre perception de Néron jusqu'à aujourd'hui. L'histoire, une fois de plus, a été écrite par les vainqueurs sur les cendres de la réputation des vaincus. La nouvelle dynastie a bâti sa légitimité sur les ruines de la réputation de Néron, transformant une tragédie en un outil politique. Ils ont donné au peuple une explication simple, en désignant un mal absolu. Mais l'histoire est rarement simple. Alors, qu'est-ce qui est le plus durable pour une société ? Une vérité complexe et souvent inconfortable ou une propagande efficace qui unit la nation contre un ennemi commun ? Partagez votre avis dans les commentaires. Votre jugement clôt ce chapitre de l'histoire.